Le château des Poulfinques, chapitre 5. Raymond de Poulfinques dut frapper longtemps, d'abord du plat de la main, puis de toute la force de ses poings. Personne ne répondait. Au moment où la petite troupe allait tenter sa chance à l'autre porte, qui donnait vers les champs, on finit par entendre le grincement d'un volet à la fenêtre de la chambre haute. L'écuyer recula et leva sa lanterne pour éclairer les visages. « Ah, c'est vous, messire Raymond !» fit une voix dans l'obscurité. « C'est ainsi que tu nous reçois. Ils sont tous à la grande salle, et moi je garde le chemin de ronde. Alors vous pensez si j'ai affaire. » Il fallut encore attendre que l'homme de garde descende d'ouvrir la petite porte taillée pour les piétons dans le lourd ventail de bois. « Je ne comprends pas que personne n'ait guetté notre arrivée, » s'impatienta l'oncle. « Tout est fermé, » marmonna l'homme en replaçant la barre de métal dans les encoches de pierre. « C'est madame Isabelle qui l'a ordonné. Elle n'était pas tranquille. « Ah, voici notre jeune maître, » ajouta-t-il en apercevant Thomas. « Venez vite vous mettre au sec. » Il tombait en effet une pluie fine, désagréable, qui alourdissait les manteaux de laine brute. Thomas était épuisé. Pour arriver avant la nuit, il avait fallu se lever à l'aube et forcer l'allure jusqu'au soir. Une journée entière de cheval, sans poser pied à terre, ou presque, c'était trop pour lui. Il rêvait d'un succulent repas, suivi d'un bon lit, et la perspective d'une réunion dans la grande salle ne l'enchantait pas. Grelottant de fatigue, il suivit l'homme qui le guidait en levant sa torche. Dans la cour, il ne put s'empêcher de regarder autour de lui. La nuit avait surpris les voyageurs avant leur arrivée à Poulfinques, effaçant dans l'ombre les paysages que Thomas aurait aimé reconnaître. À présent, malgré l'obscurité, il se sentait dans un univers familier. La lourde porte surmontée d'une tour n'avait pas changé. Depuis la chambre haute, on pouvait baisser ou relever le pont qui enjambait le fossé, et il se souvenait des hommes peinant à manœuvrer le treuil pour enrouler la chaîne. Parce qu'il rechignait devant tant d'efforts, le pont était presque toujours baissé. Il est vrai que les seigneurs de Poulfinques ne craignaient pas grand-chose. Ils avaient promis respect et obéissance au roi d'Angleterre, Henri Plantagenet, qui avait étendu sa domination sur tout l'ouest du royaume de France. Dans ces territoires, vivant sous sa poigne autoritaire, les attaques étaient rares. Donc vous avez compris ici que le pont-levis est toujours baissé parce qu'il est difficile d'une part de relever le pont. C'est un gros effort et les gardiens du château ne se donnent pas toujours la peine de relever le pont. Et par ailleurs, c'est une région tranquille qui ne craint pas les attaques extérieures. L'ancienne palissade de bois élevée par le grand-père de Thomas avait disparu. Et le logis, accolé à la grosse tour, lui parut plus vaste qu'avant. Accolé signifie être à côté, se situer à côté d'eux. C'était là, aux fenêtres du premier étage, que brillaient les lumières. Enfin, quelle idée de faire ouvrir la grande salle, s'irrita Raymond de Poulfinques. Afin de l'apaiser, le sergent se lança dans une longue explication. C'est que nous avons ce soir la visite d'un chevalier qui revient de Terre Sainte. Il appartient à la maison du sire de Rohan. En rentrant chez lui, il est passé par ici
remettre une lettre de notre cher maître, Messire Robert, écrite par lui-même là-bas au pays des Sarrasins. Vous imaginez la grande joie qu'il nous fait. Madame Isabelle et nous, toute la maisonnée, nous l'accueillons du mieux que nous pouvons. Certains sont montés du village. Le curé est là aussi. Alors vous savez que le père de Thomas est en guerre. Il participe aux croisades. Les croisades, ce sont des guerres qui ont lieu au Moyen Âge contre les musulmans. Thomas en oublia sa fatigue. Une lettre de son père, venue de si loin sous la cuirasse d'un chevalier, arrivait en même temps que lui. Quelles nouvelles extraordinaires pouvaient-elles contenir? Tandis que l'oncle Raymond donnait des ordres concernant le logis qu'il occupait dans l'une des tours, Thomas se dirigea vers la salle. Instinctivement, il retrouva le chemin, contourna le puits, longea la cuisine, gravit l'escalier à vis. Sur le seuil, il s'arrêta, surpris par le silence attentif de l'assemblée rivée à la voix claire d'une jeune fille qui lisait la lettre. Depuis que nous avons rejoint le roi Amaury de Jérusalem, nous nous acharnons à conquérir le pays du Nil, d'où sont lancées toutes les attaques contre nous. Malgré les groupes de guerriers bien armés qui arrivent d'Occident, nous ne sommes pas assez nombreux. Pour résister, nous devons attiser les querelles entre nos ennemis, pactiser avec certains et lutter contre d'autres. Des querelles, ce sont des disputes, des conflits. Pactiser, c'est faire un pacte, c'est-à-dire s'accorder sur une chose. Thomas laissait son regard courir sur l'assistance. Sa mère était assise sur le siège à haut dossier qui dominait les autres. Il ne distinguait pas son visage, encadré par le voile, mais la savoir là, si près, faisait battre son cœur. À côté d'elle, le chevalier du sire de Rohan écoutait avec attention, hochant la tête à tout moment. À cause de la fraîcheur du soir, on avait fait monter les braseros. La pièce était belle. Les murs, peints d'oiseaux multicolores, d'arbres luxuriants et de guerriers en armure. Des arbres luxuriants, c'est-à-dire des arbres avec un feuillage abondant. Sous la voûte, aux nervures bleues, la voix de la jeune liseuse s'amplifiait. J'étais parmi les représentants d'Amaury qui ont signé le pacte dans le palais d'Al-Hadid, le calife du Caire. Nous avons pris place dans une salle aux tentures de soie couverte d'or, de rubis et d'émeraudes. Jamais roi de chez nous, qu'il soit de France ou d'Angleterre, n'a pu étaler tant de richesses. Nous avons exigé que le calife enlève son gant afin de prêter serment à la manière des chrétiens. Il y eut un mouvement près de la porte. L'oncle venait de pénétrer dans la salle. Après un rapide coup d'œil, la jeune fille, imperturbable, continua sa lecture. Debout, le sourcil froncé, Raymond de Poulfinck fut donc contraint d'écouter la suite du message au lieu de rejoindre dame Isabelle et présider la soirée à côté d'elle. Vous ne pouvez pas savoir les souffrances que nous endurons à vivre dans ce pays sans eau. Pour atteindre la ville de Bilbéis, nous avons entassé des centaines d'outres remplies sur le dos des chameaux. Ces étranges animaux sont moins rapides que nos chevaux, mais supportent de ne pas boire du tout. Malgré la soif et la chaleur, qui mordent plus fort que les pires froidures, nous avons pris la ville. La jeune fille en robe bleue avait presque fini de dérouler le parchemin.
Les derniers mots de Robert de Poulfinck s'adressaient plus personnellement à ceux qu'il aimait. Restez au pays. Je recommande à Aubin. Un frémissement parcourut la salle. Thomas jeta un regard éperdu à sa mère, qui avait porté ses mains à son visage, mais se ressaisit aussitôt. D'être obéissant à sa mère, qui prendra toute décision conjointement avec mon frère. Je salue tendrement mon épouse Isabelle, que Dieu lui accorde sa protection. Enfin, chaque jour, devant la plaine brûlée, devant les ruines des villes, je regrette l'absence de mon frère Raymond, qui a eu la sainte idée de cette expédition et m'a poussé à le suivre. Il n'a pu partir malgré sa volonté. Je prie chaque jour pour sa guérison. Interloqué, Thomas examina les visages autour de lui et n'y décela aucun étonnement. Interloqué signifie extrêmement surpris. Il était le seul à ne rien comprendre. Ainsi son père était parti seul, répondant au désir de son frère, qui avait organisé cette expédition pour eux deux. De quel mal s'agissait-il ? Au cours du voyage, l'oncle Raymond n'avait laissé échapper aucune plainte, exprimé aucune fatigue particulière. Quelle était cette blessure dont il souffrait et qu'il cachait avec tant de vaillance ? La vaillance, c'est le courage. Le brouhaha dans la salle lui indiqua que la lecture était terminée. Un brouhaha, c'est du bruit. L'oncle Raymond se précipita vers l'estrade où la châtelaine Isabelle recevait les hommages des uns et des autres. Thomas resta les bras ballants près de la porte, à les regarder tous, étrangers dans cette maison qui était pourtant la sienne. La jeune fille à la robe bleue s'avança vers lui. « Mon cousin, je te salue. Tu ne me connais pas. Moi, je devine que tu es Thomas de Poulfinck, celui dont on parle et que personne n'a encore vu. Tu ne ressembles pas à ton frère. Mais viens, ta mère est là-bas. » Thomas découvrit en la suivant qu'elle boitait. Malgré la robe habilement taillée, elle ne pouvait dissimuler son infirmité. Sa démarche déhanchée faisait penser à une barque secouée par la houle. Elle se retourna. « Tu te moques ?» Il secoua la tête. « Toi, tu es sorti du monastère. Moi, je vais bientôt y entrer. Avec un pied comme celui-ci, dit-elle en soulevant les plis de sa robe pour montrer sa cheville déformée et ses orteils tordus, on ne trouve pas de mari, à moins d'avoir une belle dot, ce qui n'est pas mon cas. » Une dot, c'est de l'argent qu'une jeune fille offre lorsqu'elle se marie. Donc elle apporte cet argent au sein du couple. Cette jeune fille n'a pas de dot, donc elle n'a pas d'argent à offrir, ce qui sera donc difficile si elle souhaite trouver un mari. Cela compliquera beaucoup sa tâche. Thomas l'arrêta. « Tu es la fille de mon oncle Raymond ?» Elle eut un rire strident. Strident, c'est-à-dire très aigu. « Oh, certes non, je suis de ta famille par ta mère. Elle me garde auprès d'elle parce que je suis la fille d'un de ses cousins qu'elle aimait bien. Tant que ta mère le voudra, je resterai ici. » Ensuite, elle fit la grimace avant de poursuivre. « Ton oncle est veuf et n'a pas d'enfant. Je me demande pourquoi il ne cherche pas une nouvelle épouse, bel homme comme il est. » Elle était étrange.
un peu folle certainement, mais au moins elle était venue vers lui. Il se décida à lui parler avec franchise. Sais-tu de quoi il souffre? Dans la lettre, mon père parlait d'une blessure. Ton oncle a été très malade l'an dernier. Un madrier de la palissade est tombé sur lui. Depuis, nous avons fait monter un mur de pierre à la place de cette vieillerie. C'est depuis ce moment qu'il habite ici? Oui. Et puis ton père est parti. Il faut quelqu'un pour aider ta mère. Mais ils devaient partir tous les deux. Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. Aubin était là, il pouvait diriger le château. Thomas baissa la tête. Il se cognait à Aubin à chaque fois qu'il prononçait 3 mots. Il faudrait bien s'y habituer. Cela ne s'annonçait pas facile. Sa mère était à quelques pas, les yeux levés vers lui. Il s'avança. Une fois devant elle, il sentit qu'il tremblait et dut s'agenouiller. Elle lui tendit les mains. Thomas, tu es notre joie à tous. Isabelle, je crois que votre fils est un bon garçon, dit l'oncle Raymond. Thomas aurait préféré qu'il ne soit pas là. Il aurait voulu, le temps d'un sourire, être tout seul face à sa mère. Il n'osait faire un geste. Il n'osait faire un geste vers elle, se contentant de tenir entre ses mains les doigts fins et doux qui, 5 années auparavant, avaient accroché le petit soleil rouge sur sa poitrine. Un jour plus tard, il lui raconterait. Un jour plus tard, il lui raconterait. Comme il se redressait, elle se leva à son tour, invitant le chevalier de Rohan et tous les gens de la maison à se restaurer autour de la table dressée de l'autre côté de la salle. Thomas se trouva placé au centre, à côté de sa cousine à la robe bleue, qui s'appelait Adeline. Elle était enjouée, bavarde. Il la laissa parler. Enjouée signifie heureuse, être gaie.